balance l'enregistrement et c'est parti normalement. Très bien. Alors c'est bon le stream, vous l'avez bien là? Ouais, ouais. Ok. Ouais. Et je vous balance les slides sur le Discord. Au cas où. Bah on va partir si vous êtes tous chauds et motivés. Let's go. Alors. Le pass cracking. Bah déjà merci à tous d'être là et thanks for your time comme disent les Anglais. De rien, Aujourd'hui, de rien. Aujourd'hui, on va parler de pass cracking ou de craquage de mots de passe si vous êtes un peu anglophone. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit sommaire extrêmement compliqué comme la dernière fois, c'est-à-dire il y a une petite partie théorie, et je vous assure qu'elle est vraiment importante. Et ah bah après, quand on aura les bases théoriques, les bases, quand je vous dis les bases, c'est la base, hein. Et quand on aura cette base-là, on fera un peu de pratique avec la théorie de la pratique avant et la pratique de la pratique. Voilà. Alors bon, c'est de la vulgarisation, hein, je suis pas cryptologue, même si enfin voilà, même si je suis formé à un minimum. Euh, alors voilà, bon, je vais être imprécis parfois, les matheux et ceux qui aiment un petit peu le formalisme, on aura des boutons peut-être, mais on s'en fout, c'est de la vulgarisation. Bon, un petit disclaimer aussi, enfin voilà, qui est tellement évident, mais bon, le pass cracking, c'est vrai que franchement, il y a des techniques, c'est magnifique, hein. On peut vraiment appeler ça un art. Mais évidemment, je vais pas couvrir l'ensemble des techniques qui peuvent exister, parce que ça se trouve, j'en connais pas, tout simplement. De toute façon, faut juste savoir faire quelque chose et le faire bien, entre guillemets, hein. Voilà, quand t'es face à une situation, à un problème, bah, tu le résous avec ce que t'as, quoi. Et évidemment, bah voilà, bon, vous allez pas apprendre à casser les briques non plus, hein, mais les deux trois trucs que vous allez apprendre, bah, faites pas les cons avec, quoi. Et de toute façon, franchement, là, encore une fois, c'est de la vulgarisation. Donc tout ce que vous allez apprendre, pour le reproduire, bah faudra lire de la doc. Donc quelque part, si vous arrivez à le reproduire, bah vous êtes déter et vous le méritez quoi. Enfin vous méritez de faire, enfin voilà, de péter des mots de passe quoi. Bref, alors on va recommencer à la base de la base, hein, quand je vous ai dit. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe? Alors attendez, je vais mettre le Discord, enfin le channel du Discord aussi pour voir si vous parlez. Ah oui, et j'ai le channel Twitch aussi. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe? Eh ben c'est simple. Un mot de passe, c'est une expression constituée de trois mots, qui est un élément de la langue composé de un ou plusieurs phonèmes susceptibles d'une transcription écrite individualisée et participant au fonctionnement syntaxico-sématique d'un énoncé. Et une passe, c'est quand tu fais des choses avec une pute. Des objections. Bon, humour YouTube, hein. Bon, un mot de passe, j'imagine que vous savez ce que c'est, hein, c'est un truc qui permet d'accéder à des machins. Bon voilà, typiquement vous avez des fichiers protégés dans un répertoire, un partage réseau ou un truc comme ça. Vous avez l'espace client de votre banque en ligne, vous avez votre compte Dofus, votre compte WoW, là, vu qu'il y a WoW qui va sortir ce soir. Enfin bref, vous avez un espace qui nécessite enfin voilà, pour accéder à cet espace ou à cette ressource, il faut quelque chose que vous savez, c'est-à-dire votre mot de passe. En général, en authentification, on dit toujours soit c'est ce qu'on est, ce qu'on sait, ou ce qu'on possède. En gros, ce qu'on possède, c'est quoi? C'est un badge, une clé, etc. Ce qu'on sait, c'est typiquement un mot de passe. Ou ce qu'on est, bah, c'est typiquement ce qui est authentification par système biométrique. Voilà, donc typiquement l'iris, enfin un scan d'iris, un truc d'ADN un truc d'ADN, un truc avec les réseaux veineux de la main, enfin bref, voilà, ce qu'on est quoi. Et du coup, le mot de passe, bah, c'est de l'authentification basée sur ce que l'on sait. Voilà. Alors bon, ça va, je vous ai dit, on commence tranquillement, hein. Et là, on va commencer à attaquer un petit peu les choses intéressantes. Comment un mot de passe est stocké sur un système d'information? Alors, un petit questionnaire, tiens, vous allez répondre, hein, si vous voulez, sur Discord ou sur Twitch. Alors, un mot de passe, comment on le stocke dans un système? Soit on prend le pass et on le met en BDD, soit on prend le pass et on fait des trucs un petit peu chelous dessus, soit on prend le pass et, bah, de toute façon, enfin, on va pas le stocker en BDD, on va pas le foutre en BDD, c'est totalement aberrant, quoi.
Ou sinon, bah, c'est un petit peu, enfin, voilà, la réponse D, c'est un petit peu, la vérité est un petit peu ailleurs, quoi. Donc selon vous, comment un mot de passe est stocké sur un système d'information? Alors, 3, D, 1... Oh, le mec qui est... Bolufsen, Bolufsen, tu es dans le milieu de la sécu ou pas? Enfin d'ailleurs, t'es un gars de Discord ou pas? Ah! Ah, ok. Et bah du coup... Et bah non, vous avez dit quoi? Vous avez dit un 2 et réponse D? Et bah c'était la réponse 3. Enfin c'était la... Ah merde, ouais non, je dis n'importe quoi. Ah bah oui, c'est Murray, ce Ray solide qui avait la bonne réponse. Donc oui, on crypte le mot de passe. Alors non, on crypte pas le mot de passe, mais il y a l'idée quoi. Enfin, c'est pas du cryptage, mais c'est du hachage. Et d'ailleurs, le cryptage, ça existe pas, mais ça c'est un autre débat et vous allez tous titiller les gens de la sécu si vous employez le mot crypté. Mais ça c'est autre chose. Bref, comme l'a dit Murray, on prend le mot de passe et on applique de la magie noire dessus. Et qu'est-ce que c'est la magie noire? Eh ben la magie noire, comme disait Murray, c'est les fonctions de hachage. Alors qu'est-ce qu'une fonction de hachage? Je sais pas si vous vous souvenez de vos cours en troisième en mathématiques avec les fonctions affines, les fonctions linéaires, etc. f de x égale y, ça vous parle? Bah voilà, bah ça c'est une fonction typiquement. Bah une fonction de hachage, bah c'est une fonction aussi. En gros, ça prend un truc x et ça applique un machin, bah la fonction quoi, et ça sort un truc y. Voilà. Et une fonction de hachage a la particularité que cette fonction est à sens unique. C'est-à-dire que à partir du x, on peut aller, enfin à partir de l'ensemble de départ, on peut aller vers l'ensemble d'arrivée, mais à partir d'un élément de l'ensemble d'arrivée, on ne peut pas revenir faire le chemin inverse et revenir à l'ensemble de départ. Ok? Et le truc, c'est qu'une fonction de hachage, ça prend en entrée un élément de taille variable, c'est-à-dire vous pouvez lui donner le mot couteau, le mot stylo, le mot n'importe quoi. Enfin, vous pouvez lui donner la Bible aussi, vous pouvez lui donner l'ensemble des œuvres de l'humanité tout entière au fil des siècles. Et ben, ça vous sortira un élément de taille fixe, une empreinte. Alors typiquement, on va prendre un exemple classique, enfin voilà, je sais plus si c'est 32 octets sur du MD5 ou des trucs comme ça. Enfin en gros, vous lui donnez absolument tout et n'importe quoi, et ça vous ressort une empreinte de 32 octets. Donc 32 caractères quoi. Alors, voilà pour la base des fonctions de hachage. Mais pourquoi vous allez me dire, pourquoi on stocke... Enfin voilà, pourquoi je vous parle de fonctions de hachage en fait? Eh ben c'est simple. Parce que votre mot de passe, comme je vous l'ai dit, on applique de la magie noire dessus. Et on va le hacher. Et on va obtenir une empreinte à partir de ce mot de passe. Et c'est justement cette empreinte qu'on va stocker dans la base de données du site. Voilà, mettons, moi j'ai un site, je vous fais un site, vous vous inscrivez, moi je vais pas stocker votre mot de passe en clair dans la base de données, mais je vais stocker l'empreinte de votre mot de passe. Et l'utilité de ça, c'est que si un jour, moi, je me fais péter et que les attaquants récupèrent, enfin exfiltrent la base de données par un moyen quelconque, eh bien ils ne récupéreront que l'empreinte de votre mot de passe, ils n'auront pas votre mot de passe en clair. Et rappelez-vous, je vous ai dit que les fonctions de hachage étaient à sens unique, ce qui fait que normalement, en théorie, à partir de l'empreinte, eh ben on peut rien faire. Voilà pourquoi justement on utilise des fonctions de hachage pour stocker les mots de passe. Alors voilà, là je vous ai montré un petit peu les entrailles de comment fonctionne une fonction de hachage. Donc ça c'est la construction de Merkle-Domgaard. En gros le message là en orange c'est votre mot de passe. Vous allez appliquer vous allez le casser en bloc votre mot de passe. Vous allez appliquer un padding dessus en fait, c'est un bourrage. Bon, typiquement, si votre mot de passe c'est pas un multiple de la taille des blocs, bah le dernier bloc il sera pas entièrement rempli. Ce qui fait qu'il va falloir faire du bourrage en fait pour remplir le dernier bloc. Donc on prend notre mot de passe, on fait un bourrage et après on l'injecte petit à petit dans le système
Et petit à petit, bon, F c'est des fonctions de substitution, ça mélange un petit peu le tout, ça mélange un petit peu le tout, etc., etc. Et à la fin, ça nous sort notre final hash. Alors bon, je vous en sais, enfin, je vous montre ça pour la science, hein. Typiquement, ça sera pas très utile, mais ça peut être intéressant, enfin, pour la culture, on va dire. Alors ça, c'est la construction de l'éponge, hein, c'est un peu le même délire, votre mot de passe c'est M, on applique un padding dessus, on l'injecte dans notre construction, F c'est une fonction de substitution, ça mélange un petit peu, etc., etc. Il y a une phase d'absorption, où on va absorber petit à petit le mot de passe, et une phase de squeezing, où on va le récupérer petit à petit. Donc Z c'est le H, hein. Et, hop. Et ici, le final hash, là, bah voilà, c'est l'empreinte du mot de passe, quoi. Qui fait typiquement 32 caractères dans le cas de MD5, quoi. Quand F, par exemple, vaut 32 en sortie, là. Enfin, sort un truc à 32. Alors, comme je vous ai dit, du coup, dans les systèmes, on ne stocke pas les mots de passe en clair. On stocke leur empreinte. Et à chaque fois que vous vous connecterez au système, qu'est-ce qu'il fera le système quand il recevra votre mot de passe? Eh ben, il le hachera, il appliquera la même transformation, et il comparera les deux empreintes. Ce qui fait que, si vous avez rentré le bon mot de passe, eh bien, il donnera la même empreinte, et s'il donne la même empreinte, c'est que vraisemblablement, bah, vous avez le droit d'accéder au système. Alors, bon, j'espère que c'est assez clair, hein. De toute façon, enfin, voilà, je l'ai pas dit, hein, mais c'est pareil, si vous avez... S'il y a un truc que vous comprenez pas, s'il y a un truc que vous voulez que je clarifie, n'hésitez pas à m'interrompre sur le chat Twitch ou le Discord, hein. Ou même en vocal, tout simplement. Bref, slide suivante. Alors, là je vous avais dit qu'une fonction de hachage, ça partait enfin c'était une fonction qui partait d'un ensemble de taille infinie, et qui partait sur un ensemble de taille finie, qui sortait un truc de taille fixe. Alors si vous êtes bien futé, si vous êtes vraiment vif d'esprit, là vous devez sentir une arnaque. Mais bon, enfin voilà, là je plonge un peu dans les détails, je vais vite abréger. Alors, en gros, putain, mais en fait je l'avais enlevé cette slide. Vous savez quoi, je me suis dit que ça vous servait à que dalle de vous bourrer le crâne avec ça, alors on va passer à la suite, c'est pas grave. Bref, on va résumer la théorie, hein. Tout ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que votre mot de passe, il n'est pas stocké en clair en BDD, mais il est plutôt stocké en forme de hash. Enfin, on applique la transformation dessus pour en extraire son empreinte. Que les fonctions de hachage utilisées normalement elles garantissent des propriétés qui en font une bonne fonction de hachage. Alors il y a 3 propriétés en cryptographie, c'est quoi? C'est la résistance aux collisions, la résistance au calcul de préimage, l'effet avalanche, enfin des trucs comme ça, on s'en fout. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous faites jamais votre propre crypto. Hein, la crypto, c'est fait par des mathématiciens qui sont spécialisés. Ne s'improvise pas cryptologue qui veut. Enfin voilà, faire de la crypto sans avoir les compétences en mode, c'est la meilleure manière de faire de la merde. Donc laissez la crypto. Et normalement, en plus de ça, il y a d'autres mécanismes qui peuvent être en place pour utiliser ce matériel cryptographique de manière plus safe. Mais, lors de mon dernier taf, on avait l'habitude de dire que quand on disait normalement, enfin voilà, on avait l'habitude, on bannissait le mot normalement, tout simplement parce que quand on disait normalement, bah c'est que les trucs étaient pas faits, quoi. Et vous vous doutez bien que quand je dis plein de fois normalement, bah c'est que c'est que parfois c'est pas fait et que la sécu est pourrie. D'ailleurs, au passage, petit tips, quand je dis ton mot de passe normalement il est pas stocké en clair, il est haché, il y a une petite, enfin c'est pas une astuce, mais en gros, quand vous demandez, sur un site web, mettons, vous réinitialisez votre mot de passe, si le site web vous renvoie votre mot de passe en clair, eh ben c'est extrêmement mauvais signe, parce que ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'il stocke les mots de passe en clair dans la base de données. C'est-à-dire que le jour où il se fait péter, bah, les attaquants, ils ont et votre mot de passe, et votre adresse mail, et votre mot de passe. Et le premier truc que je ferais, moi, en tant qu'attaquant, c'est que je rejouerais ce mot de passe absolument partout, ou, si c'est pas le même, j'appliquerais des légères mutations dessus. Mais on va voir ça plus tard. Donc, voilà, comme je vous ai dit, les normalement, c'est pas solide.
Hop. Alors, si ces trucs sont ok, est-ce qu'on est bon? Bon. Fondamentalement, non. Non, pourquoi? Parce que même si le système technique, même si le socle technique d'un système est sûr, eh bien, il peut rester toujours un problème. Et le problème, c'est l'humain. C'est l'humain. Bon, je vous avais déjà parlé d'ingénierie sociale lors de la première conf. Ouais, l'humain, le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité, etc., etc. There is no patch for human stupidity de Kevin Mitnick, qui est un hacker célèbre dans les années 80, fin 80, je crois. Bref, slide suivante. Et là, et là, on va enfin attaquer le sujet de la conférence au bout de la slide 19. Qu'est-ce que c'est que le pass cracking? Ah, désolé, désolé, j'ai pas joué de rire. Donc, qu'est-ce que c'est que le pass cracking? Ah putain, mais je vais te le mettre, vas-y. Bref, qu'est-ce que c'est que le pass cracking? Alors, le pass cracking c'est quoi? Dit en deux mots, c'est t'as un hash, bah tu retrouves le mot de passe en clair. Voilà. Voilà. Donc typiquement, à quoi ça sert? Bah comme je vous ai dit, j'ai pété un site web, j'aimerais avoir les mots de passe en clair des gens pour récupérer des comptes un petit peu partout. Bah je vais faire du pass cracking. Je suis en train de tester la sécurité interne d'une entreprise, je suis branché à leur réseau, je réussis à capturer des hashes utilisateurs. Enfin voilà, il y a des techniques qui permettent d'utiliser les hashes en engagement interne, mais c'est pas toujours vrai, donc des fois il faut casser ces hashes pour avoir les mots de passe en clair et du coup utiliser des mots de passe, enfin voilà, utiliser des comptes pour faire un petit peu n'importe quoi sur le réseau. Donc voilà, je suis en engagement interne, je craque des hashes pour avoir des comptes. Ou je suis une entité étrangère et typiquement j'ai appris que Ashley Madison s'est fait péter, c'était en 2015 je m'en souviens. Et bah je récupérerais bien la base de données, tu vois, parce que il y a quand même à tout hasard il y aurait peut-être des gens de l'État français, tu vois, qui se sont inscrits avec leur adresse et récupérer leur mot de passe, c'est un petit peu l'assurance, ce serait peut-être l'une des premières pistes pour commencer une intrusion dans les organisations dans lesquelles ils font partie. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur Ashley Madison, il y a eu plein de... il y a eu plein d'adresses en gouv ou en .fr, enfin d'institutions, bref. Bref. Alors, slide numéro suivante. Enfin, slide 21, pardon. Comment on fait du pass cracking du coup? Comment? Eh ben c'est simple, on va tester plein de mots de passe, on va les hacher et on regarde si ça donne le même hash. Est-ce que vous vous attendez à mieux? Franchement, est-ce que vous attendiez à un truc sophistiqué? Bah non, c'est pas possible. C'est pas possible, je vous avais dit tout à l'heure qu'une fonction de hachage, c'est une fonction à sens unique. Alors garde la pêche pour la reverser, tu vois, enfin pour faire le chemin inverse. C'est impossible. C'est fait par des mathématiciens. En termes de absoluté, on va dire, il n'y a pas mieux que les mathématiciens. Si un mathématicien il te dit que c'est pas possible, c'est pas possible quoi. Et du coup, les fonctions de hachage, c'est pas possible de faire le chemin inverse. Donc la méthode c'est t'essayes plein de candidats et t'espères tomber sur un hash que tu souhaites craquer. Voilà. Et là, c'est pareil, vous allez me dire, mais attends, un mot de passe de 8 caractères, il y a 95 possibilités sur un clavier imprimable, enfin 95 caractères imprimables qui peuvent faire partie d'un mot de passe. Ça veut dire qu'un mot de passe de 8 caractères, ça fait quoi? Ça fait 95 puissance 8 mots de passe possibles. Et ça fait un peu beaucoup ça, enfin je veux dire, c'est un peu chaud, non? Eh ben vous avez raison. Tac, vous avez raison. Mais c'est pas... Enfin voilà, je vous ai dit, on teste plein de mots de passe. En étant possible. Il me fait gaulerie, Murray. On a dit on teste plein de mots de passe et on les hache. Et c'est là la subtilité.
là où le pass cracker déchaîne son art, tu vois, c'est que quand je dis on teste plein de mots de passe, eh ben il y a derrière le on teste plein de mots de passe, il y a un paquet de techniques entre guillemets sophistiquées pour faire ça intelligemment. Et c'est justement là que réside l'art du pass cracking. Donc, allez, c'est parti pour la partie théorique de la pratique, théorie de la pratique. Alors qu'est-ce que c'est que le pass cracking? Eh ben le pass cracking, ça peut être résumé en une équation extrêmement simple. Là, on est typiquement sur du V égale D sur T, hein, du vitesse égale distance divisée par temps, de la formule de troisième, qui veut dire cracking time égale key space divisé par hash rate. Alors, le cracking time, c'est assez explicite. C'est le temps que vous allez mettre pour péter votre hash. Le key space, c'est l'ensemble des possibilités que vous allez parcourir, l'ensemble des candidats que vous allez tester, et le hash rate, c'est le nombre de hash que vous allez pouvoir tester à la seconde. Donc, alors là, je vous ai montré un petit exemple, histoire que vous fassiez une petite idée. Donc là, un mot de passe de 4 caractères, ça fait 94 puissance 4, soit 81 millions de possibilités. Supposons que ce mot de passe est taché en bcrypt, et que vous êtes équipé d'une GTX 1080, donc vous êtes en mesure de calculer 13 000 hash à la seconde, ce qui fait avec la fraction que vous êtes capable de péter un mot de passe bcrypt de 4 caractères avec une GTX 1080 en 6 secondes. Et bon, vous vous doutez bien que c'est exponentiel, hein. Je veux dire, vous passez à 5, le temps il augmente salement, vous passez à 6, le temps il augmente salement, etc. etc. Alors, travaux pratiques, je vais plutôt voir si vous suivez. Supposons que je suis pété de fric, et que je m'achète 5 cartes graphiques que je fous en rack. Qu'est-ce qui se passe? Y a pas quelqu'un qui veut tenter? Qu'est-ce qui se passe dans l'équation là? T'augmentes ta puissance x5. Exactement. Et comment ça se traduit dans l'équation? Tu mets 5 fois moins de temps. Oui, mais pourquoi je mets 5 fois moins de temps? Hardware power x5. Oui, ça, mais du coup, en gros, c'est le hash rate qui est du multiplié par 5. Et comme c'est une fraction, si on minimise le hash rate, eh ben on augmente on accélère le... Pardon, si on maximise le hash rate, on diminue le cracking time. Ok? Et si on... À l'inverse, du coup, là c'est mathématique, hein, là c'est cours premier S, minimisation, asymptote, etc. hein. Si on se démerde pour augmenter le hash rate un maximum possible, on réduit le cracking time. Et si on se démerde pour réduire le key space à un maximum possible, on accélère le cracking time. Et justement, le taf du pass cracker, ça va être justement de jouer sur ces deux variables, donc minimisation du key space et maximisation du hash rate, pour craquer les trucs le plus vite possible, tout simplement. Alors, bon là c'est ce que je vous disais, hein, comment optimiser le cracking time. Alors, le hash rate. Alors là, c'est mon PC de taf. J'ai fait un petit benchmarking avec H4, qui est un soft de pétage de hash, justement. Vous voyez à ce niveau-là, on va prendre le MD5, parce que c'est un hash qui est facile à craquer, parce qu'il est de taille faible, enfin bref, on s'en fout, il est de taille faible, il se calcule extrêmement rapidement. Donc là, vous pouvez voir qu'avec mon PC bureautique, je suis en mesure de calculer 300 millions de HMD5 à la seconde. Ok? C'est pas un PC puissant, hein, je veux dire, c'est un PC bureautique, hein, je veux dire... j'ai Word dessus, j'ai Excel, vous voyez le délire, quoi. Je fais de la navigation, j'ai Outlook et fin de l'histoire, quoi. Enfin, il est pas dégueulasse, mais c'est pas un PC de compète, quoi. Donc je calcule 300 millions de HMD5 à la seconde, ok? Ça c'est mon PC perso par contre, avec une GTX 1060. Vous voyez que c'est pas la même limonade, hein. Là je calcule 10
10 milliards. Non, mais enfin, je sais pas dire, non, c'est 10 000 millions de H MD5 à la seconde. Vous voyez bien qu'un GPU ça fait plaisir, hein. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, en gros, un GPU c'est 10 fois plus rapide qu'un processeur, quoi. Donc typiquement, si vous avez une carte graphique, enfin voilà, si vous. En fait, pour être un bon pass cracker, faut peut-être être un gamer aussi, tu vois. Et, euh, et très franchement, je pense que les. Enfin voilà, que en gros, les cartes graphiques, ils sont bien contents. Enfin, c'est plutôt. Les pass crackers sont bien contents de l'industrie du jeu vidéo parce qu'elle fournit des cartes graphiques bien puissantes justement pour péter des haches. Alors bref, vous voyez bien que là ça a augmenté salement avec mon GPU. Ouais, go 2090, bah vas-y, paye-la moi, Rouez. Et là, ah là là là, je vais vous montrer le monstre, tu vois. Alors ça, c'est Terra H Brutalis. C'est une bestiole, elle a 448 RTX 2080. Et vous allez voir que, enfin voilà, en gros, les HMD5, elles pètent tous les HMD5 de taille inférieure à 8 enfin, instantanément, quoi. Et elles pètent les H... les HMD5, ouais, enfin, les HNTLM et les HND5, mais... Enfin, c'est une tuerie, quoi. Bon, après, j'imagine pas le fric qu'il y a dedans, mais... Bon, bref, là c'est... Enfin, voilà, j'ai trouvé ça, enfin, entre guillemets, franchement, tu vois ça, c'est beau, tu vois. C'est genre... c'est le bazooka, tu vois, tu sais. Enfin, bref. Vous doutez bien que moi, j'ai pas ça, quoi, hein. Et que même chez moi, on n'a pas ça. Et je sais pas si... Enfin, voilà. Et dans beaucoup d'organisations, même... Enfin, voilà, d'organisations de sécu, je pense pas qu'ils aient ça. Parce que ça représente du fric, mine de rien. Et au final, bah, vous allez voir que en gros, quand on n'a pas, quand on n'a pas le muscle, bah, on a la tête, quoi. Alors bon, c'est moi qui suis en train de troller un petit peu avec mes collègues là. Enfin voilà, en gros, le truc en filigrane, c'est que bah, on est pauvre chez nous et que voilà, augmenter le hash rate, c'est un peu la solution de ceux qui n'ont pas de talent, tu vois. Chez nous, tu vois, comme on a du talent, bah, on réduit à mort le keyspace, en se basant sur plein de techniques sophistiquées, comme le stalkage, l'hypnose, etc. Bref, le hashrate, comme je vous dis, on n'a pas beaucoup d'influence dessus, hein. À moins de casser sa tirelire, franchement, tu feras pas beaucoup bouger le hashrate. Ça dépend du matos que tu utilises, du coup. Et ça dépend aussi du type de hache que tu veux péter. Comme je vous ai dit, un HMD5, ça se calcule extrêmement rapidement. Du coup, ton hash rate il est beaucoup plus élevé, parce que si ça se calcule rapidement, t'en calcules beaucoup plus à la seconde. Un HB crypt, c'est une fonction de hachage qui est volontairement lente. Et c'est pour ça, et c'est une des facettes, enfin c'est un des paramètres qui la rendent sécure, justement. Le fait qu'elle soit lente, parce que fatalement quand on essaye de craquer des haches Bcrypt, bah, le hash rate est moindre, et du coup ça la rend, enfin c'est plus compliqué. Donc bah comme je vous l'ai dit, au final le hash rate, on peut essayer de l'améliorer, mais c'est compliqué, quoi. Alors qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste quand on est quand on est pauvre et démuni? Eh ben on réduit le keyspace, mes amis. Et c'est là qu'on va parler, à proprement parler des attaques. Parce que bon, augmenter le hash rate, c'est un peu la solution facile, quoi. Tu mets du fric, puis tu fous je sais pas combien de cartes graphiques en cluster et YOLO, quoi. Du coup, les attaques vont justement parler de réduire le keyspace et aussi ordonnancer le keyspace. Comme ça, on va s'arranger pour mettre en sorte que les candidats qui ont le plus de chances de matcher soient mis en premier. Comme ça, bah voilà, dès qu'on va les essayer, on va péter le mot de passe et ce sera peut-être pas nécessaire d'aller jusqu'à la fin, quoi. Si j'ai 5 mots de passe à péter et qu'au final je m'arrange pour mettre les 5 dans le premier millionième de possibilités à tester, bah j'ai pas besoin de parcourir les 100 millions suivants, quoi. J'aurais tout pété. Donc, bah c'est parti, hein, place aux attaques. Alors, bah, la première étape, tout simplement, c'est de récupérer des haches à casser, hein. Bon. Évidemment, les bons citoyens créent des haches à partir de mots de passe qui génèrent enfin qui génèrent eux-mêmes, hein. Et les vilains méchants pas beaux, ils se démerdent pour récupérer des haches. Enfin, je dis les vilains méchants pas beaux, moi je l'ai fait, mais bon, c'est parce que aussi, franchement, enfin voilà, casser des haches à partir d'un mot de passe que t'as généré, c'est pas marrant, quoi. Je veux dire,
tu sais à peu près comment t'as généré ton mot de passe, etc. C'est mieux de, c'est un petit peu plus, comment on dit, palpitant de récupérer une BDD et de péter des haches, quoi. C'est plus rigolo. Bref, je vais m'arrêter là, parce que c'est un peu la zone grise. Vous vous procurez une base de données de hash, alors vous exfiltrez la base de données d'un site quelconque, de n'importe quoi avec une vulnérabilité. Hop, vous pouvez... Tac, vous pouvez... enfin voilà, j'en sais rien, vous corrompez un admin pour récupérer une BDD, vous l'achetez au marché noir, bref, on s'en fout, vous en récupérez une, vous l'ordonnancez de telle sorte à ce qu'elle puisse être mangée par votre soft de pass cracking, et YOLO. Tac, slide 32. Et YOLO. Alors, première attaque pratique. Le brute force, le fameux brute force que tout le monde connaît. Alors là, c'est la technique de... Enfin, là, je parle de vraiment de brute force pure et dure. Hein. Là, c'est la méthode de Gogol, quoi. J'utilise... Enfin, voilà, je vais parcourir vraiment l'ensemble de toutes les possibilités. Et quand je dis l'ensemble de toutes les possibilités, c'est vraiment l'ensemble de toutes les possibilités, quoi. Alors, autant vous dire que... il y a zéro optimisation dans cette attaque. Alors là, je vous ai mis un screenshot d'un utilitaire qui existe, qui s'appelle Crunch. En gros, on spécifie une taille minimale, une taille maximale, un alphabet, et ça va nous générer absolument toutes les possibilités existantes avec ces éléments-là, quoi. Et vous allez voir que, enfin, franchement, enfin voilà, si vous essayez de, enfin là, typiquement, générer toutes les possibilités, tous les mots de passe entre 4 et 6, de taille, de taille, enfin voilà, entre 4 et 6 de taille de caractère, composés de caractères alphanumériques et de caractères spéciaux, vous voyez que ça prend 1 Tera, quoi. Donc, à stocker, enfin voilà, entre guillemets, garde la pêche, quoi. Bref. L'avantage de cette technique, c'est quoi? Bah c'est quand même, enfin là, comme tu parcours toutes les possibilités, bah au moins t'es sûr que ton mot de passe il est dedans, quoi. L'inconvénient de cette technique, bah c'est que enfin voilà, que ton ordi en fait calcule tout ça, même avec, enfin voilà, même avec une bonne puissance de calcul, bah garde la pêche, quoi. Je veux dire, ton ordi il sera déjà décomposé, ta lignée elle sera éteinte et il y aura eu la fin du monde, quoi. Enfin voilà, avec des mots de passe assez longs, comme je vous ai dit, c'est exponentiel, hein. Je veux dire, tu rajoutes un caractère au mot de passe, ça te rajoute je sais pas combien de possibilités. Enfin voilà, l'évolution est exponentielle, tout simplement. Donc le brute force, c'est pas le bon plan, on va dire, pour les mots de passe. Alors là, c'est le bon plan si tu veux pas te casser les nénettes, mais je te garantis pas ton succès, du coup. Et c'est là qu'on va commencer à optimiser petit à petit. Alors, on va commencer à parler d'attaque par masque. Et c'est là qu'on va... Enfin voilà, au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de tester des mots de passe absolument illisibles, point d'exclamation, point d'interrogation, M, J, K, L, espace, etc., etc. Est-ce qu'on a réellement besoin de tester ça? Peut-être, hein, je ne dis pas le contraire. Mais très souvent, les gens se cassent pas la tête, et les mots de passe créés par les humains, comme faut bien qu'ils s'en souviennent, et c'est là toute la problématique de la sécurité, et bah les humains, ils respectent souvent des formats particuliers. Donc typiquement, un mot suivi d'une date, et un caractère spécial, 2 mots collés, le nom de la copine et la date de rencontre, etc., etc. Et là, je suis quasi sûr qu'il y en a parmi vous qui ont des mots de passe qui respectent ce pattern. Donc, qu'est-ce que va faire un pass cracker avec cette technique? Et ben justement, il va essayer de trouver des patterns entre guillemets connus, des patterns probables. Donc là, bah, typiquement, j'ai mis le truc de base, hein, 8 minuscules. Et au final, bah, au lieu d'avoir un temps pour parcourir l'ensemble
un cracking time vraiment élevé, en réduisant drastiquement le keyspace, parce que là je dis vraiment, le mot de passe, tu m'essayes juste tous les mots de passe qui font 8 caractères, et qui ne comportent que des lettres minuscules. Alors autant vous dire que le keyspace, mais là je l'ai réduit de ouf. Et là vous voyez, au niveau du time estimated, que parcourir l'ensemble de hash, bon là j'ai pris la base de données de LinkedIn, hein, comme vous pouvez le voir, eh bien, péter les hash de LinkedIn, bon enfin bref, je rentre pas dans les détails, on s'en fout, et bah ça prend plus que 3 jours. Mais bon, ça prend que 3 jours pour les mots de passe de 8 minuscules, hein. Les autres je vais pas les tomber comme ça. Mais bon, petit à petit, en essayant plusieurs masques, pourquoi pas. Alors, je vous ai mis une petite démonstration d'une vidéo que j'ai upload. Donc là, bon, vous voyez quelques mots de passe et vous voyez à quel point ça va défiler. Donc voilà, attaque par masque, boum, ça va reprendre. Donc bon, là c'est une base de données conséquente, hein. Vous vous doutez bien que si, mettons, moi demain je suis en train d'attaquer une entreprise, je capture 5 hash sur le réseau, ça va être beaucoup plus compliqué de les péter, hein, parce que voilà, trouver des hash quand il y en a 5, c'est beaucoup plus compliqué que trouver des hash quand il y en a 1 million, quoi. Enfin, 1 million, je suis gentil, sur LinkedIn, il y en a plusieurs millions, quoi. Donc, attaque par masque. Ok, donc là c'est vraiment le brute force futé et ciblé, quoi. Et là, enfin voilà, attaque par masse c'est très bien, on a ciblé des patterns, mais typiquement, pour en revenir à la base, ça se trouve, il y a... Enfin voilà, en fait là on va parler de brute force tel que la majeure partie d'entre vous doivent l'entendre. C'est-à-dire on essaye plein de trucs d'un coup, on essaye plein de mots de passe probables d'un coup. Ça en vrai c'est un abus de langage, hein, parce qu'un brute force normalement c'est vraiment, tu parcours l'ensemble des possibilités comme un mongol. T'as, entre guillemets, enfin... Ouais, en fait, la frontière est ténue, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails. Bref, on va appeler ça une attaque par dictionnaire. Donc là, typiquement, j'ai un dictionnaire français au format texte. Il y a un mot du dictionnaire par ligne. Ok? Et je vais reprendre ma même base de données, et je vais essayer de tous les mots de passe du dictionnaire français. Donc là, comme les mots de passe du dictionnaire français sont assez bornés, ça ira encore plus vite. Donc là, par contre, je vous ai pas fait de démo pour la suite, hein. Vous avez vu la démo, c'est le même délire à chaque fois, quoi. Donc là le principe c'est quoi? C'est je prends un dictionnaire de mots, ça peut être voilà, dictionnaire français, dictionnaire de prénoms, dictionnaire de villes autour de la Terre, dictionnaire de variétés de tomates. T'avais un pass-cracker qui disait que pour un challenge en Russie, enfin une compétition en Russie, il avait fait un dictionnaire de variétés de tomates pour péter des haches. Bon évidemment là, quand je vous dis vous prenez un dictionnaire, quand je vous dis vous prenez un masque, faut le faire intelligemment, hein. Je veux dire, vous sortez la base de données d'un site francophone, vous allez faire péter des dictionnaires francophones. Je veux dire, ça semble logique, quoi. Un bon pass-cracker, c'est pas un mongol. En vrai. Quand je dis que c'est un or, c'est pas des conneries, parce qu'il faut vraiment utiliser sa tête. Enfin, on peut y aller en mode mongol, mais je vous garantis pas le succès, quoi. Donc, on essaye tous les mots d'un dictionnaire. Ok? Et là, les petits malins d'entre vous, c'est pareil, là, je vous vois derrière votre écran. Là, je suis sûr, il y a des gens, ils disent oh, le mec, il m'a mis un coup de pression, il utilise des mots du dictionnaire et tout. Mais moi, ça va, ouf, tu vois. Je prends un mot du dictionnaire et j'ai rajouté un caractère spécial à la fin, une date et tout. Tu vois, je me fais pas avoir comme ça. Eh bien, que nenni. Que nenni. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais y aller. Enfin voilà, si je devais résumer le pass cracking simplement, c'est que, franchement, votre mot de passe, vous l'avez créé avec une idée en tête. Eh bien, le pass cracker va réfléchir justement et essayer de trouver quelle idée vous est venue en tête quand vous avez créé le mot de passe. Et il va, à partir de cette méthode, de cette idée que vous avez eue, générer un paquet de candidats en espérant que votre mot de passe soit dedans, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu... J'ai résumé le pass cracking en 2 phrases là. Donc je vous disais, ouais, moi je suis ultra futé, j'ai pris un mot de passe et je l'ai modifié. MDR, je me gausse. Pourquoi? Parce qu'il existe des mutations et des règles. En gros c'est pareil, on lui file un dictionnaire et on va lui appliquer des règles. Donc là je vous ai mis une capture des règles incluses de base dans H4.
Donc là, vous voyez la Best 64 Rule qui embarque les 64 règles les plus connues, enfin les plus usitées par les gens, tout simplement. Hein, typiquement, comme je vous ai dit, prendre un mot, foutre un caractère spécial à la fin, prendre un mot, foutre une date à la fin. Les majuscules, on les met en. Enfin voilà, prendre un mot et mettre une majuscule en début. Enfin voilà, transformer les O en 0, les E en 3, les A en 4, enfin voilà, les I en 1, etc. etc. Ok, donc là voilà, je vous ai mis en bas à gauche des exemples, hein, des exemples de mutations. Donc maison, le mot de base ça va devenir maison 1, maison point d'interrogation, maison avec un 0 à la place du O, etc. etc. Alors, là je vous ai montré les règles de H4, là, tout en haut, enfin voilà, tout en haut à droite, là, avec Drive, les 10 000 meilleures règles, etc. Eh bien figurez-vous que la communauté de la Sécu, elle a fait quoi? Elle a créé One Rule to Rule Them All. C'est une règle, enfin c'est un fichier embarquant des règles. En gros, les mecs, ils ont fait quoi? Ils sont déter, hein. Ils ont chopé un paquet de leaks qui ont fuité dans la nature, et ils ont mené un paquet d'analyses statistiques dessus. Un paquet d'analyses... De toute façon, en vrai, un passcracker, enfin voilà, je le montre pas dans ces slides, mais l'arsenal du passcracker réside aussi dans l'analyse des mots de passe qu'il a pété. Mais bon, ça sort un peu du cadre de cette conf, donc voilà, c'était pas nécessaire. Voilà, on est dans de la vulgarisation, c'est pas la peine. Donc, run rule to rule them all. Ils ont chopé un paquet de BD, ils les ont analysés. Enfin, ils ont craqué les haches déjà. Ils ont analysé les haches craquées et ils ont pondu une règle suroptimisée pour péter des haches. Et bah merci Not So Secure pour leur travail. Voilà, si quelqu'un de ce site regarde ça un jour, ce qui m'étonnerait, bah je te remercie du fond du cœur. Et là, pour les plus récalcitrants, les mecs ils se sont dit, les mecs ils ont, enfin voilà, le mec il a essayé des mots. Il a essayé des trucs, là, des mots de passe et tout, machin. Mais moi, je suis plus futé, tu vois. Moi, je suis déter. J'ai généré vraiment un mot de passe aléatoire qui devineront jamais. Parce que je l'ai pas généré avec un mot et tout. J'ai pas pris un mot du dictionnaire, j'ai pas pris le nom de ma copine, le nom de ma ville, etc. J'ai retourné un pattern à faire sur mon clavier. Et ouais, mémoire kinesthésique, tu vois. Comme je vous ai dit... Le passcracker, il cherche toutes les méthodes, toutes les manières dont les humains conçoivent leur mot de passe. Et quand il a une petite idée, eh ben, il s'outille et il se démerde pour faire un tool pour générer plein de candidats probables. Et bah justement, dans l'arsenal du passcracker, existe le KW Processor. En gros, on définit un mapping clavier, donc voilà, c'est un fichier texte où vous mettez votre clavier, à quoi il ressemble, hein, donc si vous avez un QWERTY ou un DASRTY, ou un autre clavier, j'en sais rien si ça existe. Vous définissez un pattern, donc là typiquement je vous ai montré le pattern en dents de scie, il y a le pattern carré, il y a le pattern râteau, j'en sais rien, enfin bref, vous imaginez tous les mouvements possibles. Là je sais, en vrai je sais pas si c'est beaucoup utilisé ça. Enfin, en gros, quand je dis si c'est beaucoup utilisé, s'il y a une communauté qui fournit des patterns vraiment suroptimisés. Mais bah, faudra le faire, quoi. En gros, c'est comme ça, de toute façon, dans la sécu, si ça n'existe pas, bah, faut le faire et éventuellement le partager, quoi. Mais bref, là, c'est pareil, hein, on choisit un mapping, on choisit une route, on choisit un départ, et ça va nous générer une palanquée de candidats à tester. Donc, toi, là, qui as généré un petit mot de passe en te croyant safe en retenant le pattern dans le clavier, eh ben non. Tu n'es pas secure. Bah en gros, tu n'es pas secure si on récupère le hash, quoi. On arrivera vraisemblablement à le péter. Enfin, tu n'es pas aussi secure que tu croyais l'être. Alors, les Rainbow Tables. Maintenant, je vais vous parler des Rainbow Tables. Je vais vous parler des Rainbow Tables parce que c'est Maître Pâtissier qui est pas là. Ah ouais, là, je suis désolé. Par contre, je vais pas pouvoir beaucoup parler de ça. Parce que c'était la partie de Maître Pâtissier et il m'a lâchement abandonné, ce salaud. Il avait des trucs à faire. Donc, là je vous ai dit qu'en gros, toutes mes attaques ça visait à réduire le key space, et ben les Rainbow Tables, et ben ça vise à augmenter drastiquement le hash rate. Comme je vous ai dit, au début je vous avais dit qu'on pouvait pas tellement... Aucun honneur, aucune dignité. Je vous avais dit qu'à part casser sa tirelire, on n'avait pas beaucoup d'influence sur le hash rate.
Eh ben, c'est... Enfin, voilà. Vous savez, dans la réalité, le monde, il est pas blanc, il est pas noir. Ce n'est qu'une nuance de gris, tu vois. C'est une multitude. C'est un peu 50 nuances de gris, tu vois. Oui, j'ose le dire, j'ose le dire. Et bah, les Rainbow Tables, c'est ça. Ils s'inscrivent dans cette nuance de gris parce qu'ils permettent d'augmenter le hash rate moyennant quelques sacrifices, on va dire. Alors, qu'est-ce que c'est les Rainbow Tables? C'est une technique qui vise à précalculer ce qui peut être précalculé. Je m'explique. Dans les attaques précédentes, ce qu'on faisait, c'est que on générait des candidats, on y appliquait des mutations, enfin voilà, en gros, on générait un paquet de candidats, on appliquait la fonction de hachage, et on comparait les hashes. Voilà, on prenait le mot de passe en clair, un mot de passe qu'on imagine être utilisé, on le hash, et on compare. Ok? Eh bien, les Rainbow Tables, qu'est-ce qu'elles se disent? Elles se disent, au lieu de perdre du temps à générer le hash à partir du mot de passe en clair, puis pour après le comparer, bah j'ai qu'à direct me faire un fichier qui comprend direct les hashes. Comme ça, j'économise le coût de hachage. Le temps requis pour le hacher, eh bien, je vais le gagner tout simplement en précalculant ça et en stockant sur mon disque dur justement bah, tous les hashes que j'aurais générés. Et du coup, bah voilà, quand j'ai à péter mes hashes, bah au moins toute cette étape, je la skip et je gagne du temps. Ce qui a pour conséquence d'augmenter bah, drastiquement la vitesse de cracking. Alors là, par contre, je vais... Enfin voilà, je vais... je vais un peu parler de ça, mais je vais pas trop parler de ça, parce que très franchement, j'ai pas trop creusé le sujet. Et je m'expliquerai pourquoi j'ai pas trop creusé le sujet par la suite. En gros, il y a des méthodes, il y a des structures de données optimisées. Parce que en gros, stocker mot de passe en clair et hash, c'est... Bah c'est coûteux en mémoire. Imaginez avoir des milliards de fichiers texte qui comprennent un truc par ligne, enfin des milliards de lignes dans un fichier texte qui comprend mot de passe en clair, hash. Rappelez-vous, hein, je vous ai dit que l'ensemble des mots de passe de 4 à 6 caractères avec les caractères alphanumériques et caractères spéciaux, ça prenait 1 Tera, hein, avec Crunch au début de la présentation. Alors imaginez si vous devez stocker vos Rainbow Tables, tu vois, ça... Enfin voilà, c'est coûteux. Et c'est d'ailleurs ce qui s'appelle le compromis temps-mémoire. En gros, voilà, au lieu de bouffer de la puissance de calcul, bah on va bouffer de la place dans l'espace disque. Bref, au lieu de stocker comme un idiot un petit peu ça, mot de passe en clair haché un par ligne, il existe une structure de données qui s'appelle les Rainbow Tables. Donc, on crée des chaînes selon une méthode connue et reproductible, blablabla. Je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Je suis désolé, je maîtrise pas trop ce sujet. Enfin, je le connais, je saurais en parler, mais je vais m'embrouiller en parlant parce que je le maîtrise pas parfaitement. Donc, votre mot de passe, vous le hashez, vous obtenez le hash du password. Ce hash du password, vous appliquez une fonction de réduction qui vous ramène à un autre password, etc., etc. Et vous faites une chaîne de ouf comme ça. Et après, je sais plus comment, vous êtes capable de rechercher dedans et de comparer. Mais t'as forcément des bases de données mutualisées qui partagent les Rainbow Tables des tas de gens, non? Oui, le problème n'est pas, Murray, le problème n'est pas de générer et stocker les Rainbow Tables. Enfin, je veux dire, de toute façon, le problème n'est pas de générer les Rainbow Tables, ou de les concevoir, si tu veux. Le problème est vraiment de les stocker. Alors certes, oui, il y a des bases de données mutualisées, mais je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec ces bases de données mutualisées? Faut que tu craques le hash sur leur système, du coup. Parce que toi, si tu te dis, je vais utiliser la Rainbow Table d'une BDD mutualisée, bah au final, tu résous pas le souci, parce que tu vas devoir télécharger la base de données. Et du coup, bah, le facteur limitant qui va vraiment brider ton cracking time, bah, ce sera ta connexion. Parce qu'il faudra rapatrier la base de données. Donc, il faut prendre en compte les ressources que la récupération des données de la base de données mutualisée située à distance
va consommer, à savoir ressources réseau et ressources processeur. Donc au final, tu résous pas le souci, quoi. Tu l'aggraves même, en fait, je pense. Et si tu pensais qu'un paquet de gens avait conçu des bases de données mutualisées et proposait des services de cracking de mots de passe, eh bah oui, t'as tout à fait raison, mais c'est payant à mon avis. Enfin moi en tout cas, si je me cassais la nénette à faire ce genre de truc, eh ben je rendrais ça payant. Alors, je dis ça mais c'est pas vrai, parce que des services mutualisés existent. Enfin je... Mais le fait est que moi demain, je suis en train de tester un système sensible. Je capture le hash d'un utilisateur sur ce système sensible. Jamais, jamais au grand jamais, je ne le soumettrai sur un système que je ne contrôle pas. Parce que je n'ai pas envie de donner cette information d'authentification à je ne sais qui, tout simplement. Je vais pas envoyer le hash de quelqu'un d'un système, je sais pas, je dis ça, je dis pas de porte-avions, mais genre d'un truc, je sais pas, d'un truc de missile ou j'en sais rien, enfin d'un système qui contrôle des trucs ultra critiques, euh, sur un système que je ne contrôle pas, tout simplement. Donc, bah voilà, en gros, moi, enfin, on va dire quand t'es un peu professionnel, voilà, le cracking mutualisé, c'est mort, quoi. Bon, c'est mort, on utilise notre propre infra, enfin on utilise des infras de confiance, quoi, pour faire du cracking de mot de passe. Bref, là je suis désolé, hein, je vais passer sur les aspects techniques de ces Rainbow Table. Ce que je vais dire en guise de conclusion sur les Rainbow Table, c'est que si personnellement je n'accorde pas, enfin voilà, je n'ai pas mis beaucoup d'efforts à creuser ce sujet, c'est qu'en fait cette structure de données en fait est un peu tombée en désuétude en fait avec avec euh, avec l'évolution des puissances de calcul de nos ordinateurs tout simplement. En gros, là ce que je vous ai dit c'est au final, on précalcule ce qui peut être calculé et on le stocke sur le disque, ok? Sauf que pour lire un fichier sur le disque, eh ben ça consomme des ressources. Et il s'avère que maintenant, générer des candidats, eh bien dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas même, enfin peut-être pas dans la plupart des cas, mais en gros, c'est plus aussi rentable de générer des candidats et de faire la comparaison que de stocker déjà des candidats qu'on a générés et de faire la comparaison. Pourquoi? Parce que les lectures d'entrée-sortie, bah en gros quand tu lis un fichier sur le disque, il y a des lectures d'entrée-sortie, enfin il y a des opérations d'entrée-sortie, et ces opérations d'entrée-sortie c'est lent. C'est lent de ouf. Vous imaginez pas à quel point c'est vachement plus lent que le temps de calcul d'un processeur. Ou pire d'une GPU. Ce qui fait qu'en gros, bah, au final, générer le candidat, c'est plus rapide que lire le fichier avec un candidat qu'on a généré, quoi. Et c'est pourquoi, avec l'évolution des puissances de calcul, bah, les Rainbow Tables sont un peu tombés en désuétude dans la communauté de la Sécu. Cependant, ça reste tout de même un arsenal, enfin voilà, un outil qui doit faire partie de l'arsenal d'un passcracker. Parce que comme je l'ai dit, voilà, le monde il est pas noir, il est pas gris. Je suis persuadé qu'elles ont leur place dans l'arsenal d'un passcracker si elles sont utilisées intelligemment. C'est-à-dire que voilà, l'attaque par masque, typiquement les réductions de keyspace, c'est très bien pour trouver des mots de passe, qui respectent un format donné. Mais typiquement quand on a des mots de passe générés aléatoirement, bah peut-être que générer des Rainbow Tables, c'est quand même rentable. Voilà, donc là j'ai pas creusé le sujet, mais ce qu'il faut savoir en gros c'est que c'est un peu tombé en désuétude, mais je pense qu'il y a quand même... il y a moyen de les utiliser, tu vois, intelligemment. En y réfléchissant bien, en peaufinant le sujet, avec un peu d'expérience, avec des études statistiques, etc. etc. Bref, et je vous l'ai pas dit, mais stocker des Rainbow Tables, ça bouffe de l'espace disque de ouf, quoi. C'est un peu aussi la raison pour laquelle elles sont un peu tombées en désuétude. Bref, là je vous ai dit, bah c'est bien, on a augmenté le hash rate si on utilisait Rainbow Table, on a réduit le key space à mort en choisissant les candidats à tester de manière intelligente. Et est-ce qu'on pourrait pas faire mieux encore? Eh bah oui, bah comme je vous ai dit en fait
en début de présentation, outre la réduction du keyspace, on peut ordonnancer le keyspace pour faire en sorte que les candidats les plus probables soient testés en début. Et ça, figurez-vous que c'est pareil. En gros, t'as un paquet de monde qui a fait des dictionnaires de mots de passe optimisés. Hein, toutes les années, en gros, il y a les top 100 des mots de passe les plus utilisés. Genre ABCD, enfin non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, etc. Si vous avez l'un de ces mots de passe, s'il vous plaît, mettez-vous une claque. Typiquement, les mots de passe qu'on retrouve les plus souvent, bah, des gens les... Non. Ah non, j'espère que c'est pas vrai, hein, celui qui s'est mis une claque. Non, c'est pour rire. Bah typiquement c'est pareil, enfin voilà, il y a des gens qui ont récupéré un max d'hommes de BDD, qui ont craqué des haches, qui ont fait des analyses statistiques et qui ont sorti des beaux dictionnaires optimisés. Donc là c'est pareil, je vous ai mis un lien vers Probable Word List qui contient ce genre de dictionnaire suroptimisé. Alors également, bon là je vais rester théorique, hein, de toute façon c'est... Enfin bref, on va parler des chaînes de Markov. C'est un outil mathématique qui permet de... Enfin voilà, en gros, je vous ai mis un schéma à droite. Bon voilà, pour présenter la chose extrêmement simplement, quand il fait nuageux, eh ben, typiquement, enfin voilà, on peut représenter les phénomènes de... Bon, c'est un exemple, hein, les statistiques sont pas vraies, hein, ok. Mais voilà, on peut représenter l'évolution du temps par la chaîne de Markov suivante, ok. Quand il fait nuageux, il y a 50% de chances qu'il pleuve, il y a 40% de chances qu'il fasse beau, et il y a 10% de chances qu'on reste en nuageux, tu vois. Etc, etc. Alors ça se représente, les chaînes de Markov peuvent être représentées sous forme de matrice qui représente les probabilités de transition d'un état à l'autre. Et en gros, bah, pourquoi je vous parle de ça dans le pass cracking? Bah typiquement, voilà, on est en langue française, on va prendre des chaînes de Markov adaptées à la langue française. Si j'ai un mot de passe qui commence par la lettre S, quelle est la probabilité que la prochaine lettre suivante soit K? Bah pas tellement, parce qu'il y a que ski qui existe, quoi, ou des trucs comme ça. Quelle est la probabilité qu'il existe, enfin voilà, si je commence par S, quelle est la probabilité que la prochaine soit W? Bah il y en a pas, parce que le mot de passe, enfin parce que il y a aucun mot en français qui existe en SW, tu vois. Bon bref, vous voyez un peu l'idée, quoi, comme ça, avec ces probabilités, on peut faire en sorte que les mots de passe les plus probables, bah on les fout en premier. Ok? Alors ça, le pot, comme dirait Zulman, non, le bol content, pour citer Zulman, H4 le prend en charge et opère un max d'optimisation de manière native sans qu'on foute que dalle. Cependant, bah, on peut définir ses propres chaînes de Markov, et ça c'est appréciable. En conclusion, voilà, au final on a été assez rapide sur cette présentation, j'espère que je l'ai pas trop torché. Un bon pass cracker c'est quoi? Un bon pass cracker, ça doit connaître ses cibles. Quand je trollais là avec mes collègues, quand je disais nous on réduit le keyspace de manière intelligente parce qu'on est des pauvres et qu'on n'a pas du bon matériel, on fait de l'hypnose, de la surveillance physique, du profiling et tout, et ben je rigole à moitié, hein. Je rigole à moitié parce qu'il s'avère que, ben voilà, il y a eu des analyses statistiques, encore une fois, les hommes, frère, les tendances statistiques montrent que les hommes ont tendance à plus mettre leur hobby dans leur mot de passe, alors que les femmes ont plus tendance à mettre des noms. Hein. Comme on dit, enfin voilà, je sais pas si c'est un adage populaire, mais ou c'est en psychologie, on dit les hommes sont intéressés par les choses et les femmes par les gens, quoi. Bah là, typiquement, ça se voit justement dans les haches que le pass cracker craque. De la même manière, les caractères spéciaux les plus utilisés sont le tilde, le point d'exclamation, l'arrobase, le dièse, le machin machin. S'il y a une majuscule, elle est souvent en premier, elle est souvent suivie d'une voyelle. Les occidentaux, ils préfèrent les mots de passe en minuscules, tandis que les orientaux, ils préfèrent des mots de passe avec des chiffres. Ce qui fait que c'est pareil, il y a, dans le manuel de tout bon pass cracker, il y a les top masques
Des occidentaux, les top masses des orientaux. Donc vous voyez que les top masses des orientaux, c'est à mort des chiffres, tandis que les mots de passe des occidentaux, c'est vraiment... Il y a des lowercase et après il y a des chiffres. Et ça se mélange un petit peu après. Donc vous voyez bien que une base de données qui est composée uniquement d'hommes, on va pas l'attaquer de la même manière qu'une base de données qui est composée uniquement de comptes créés par des femmes. Une base de données qui est utilisée par des occidentaux, on ne va pas l'attaquer d'une même manière que si elle était utilisée par des orientaux, etc., etc. Il faut connaître sa cible. Donc, un bon pass-cracker, il doit être un petit peu profiler aussi. Notamment, enfin voilà, là, je vous ai dit votre cible, enfin connaître votre cible, là je parlais vraiment d'analyse statistique. Ouais, exactement, il y a le bon et le mauvais pass-cracker, Scoffron. Ah, le bon pass-cracker, il réfléchit, tu vois. Et là, je vous avais parlé de connaître sa cible au sens global, hein, c'est-à-dire connaître la population que l'on attaque. Mais éventuellement, on peut connaître les gens. C'est-à-dire que si on sait que, typiquement, je suis en engagement interne, je capture le H de Robert, enfin comment il s'appelle, de Marcel Patulacci, eh bah, si je suis un petit peu, enfin, si je le connais un peu bien, je sais qu'il a des tics de langage comme a fortiori, que sa femme c'est Micheline, qu'il habite Paris, qu'il aime le golf, qu'il aime la pétanque, et fumer des roulés, et bah je me créerais un dictionnaire composé de ces hobbies, où j'appliquerais, enfin voilà, pour taper juste, quoi, entre guillemets. Donc typiquement, enfin voilà, là, quel est le nom de sa société, quelle est la date d'arrivée, quel est le nom de sa femme, le nom de sa mère, etc. Quel est son truc préféré, qu'est-ce qu'il aime dans la vie. C'est pareil, il y a des softs qui existent, c'est CUUP, c'est Common User, je sais pas quoi, Profiler, Password Profiler. En gros, tu renseignes le nom, tu renseignes des hobbies, etc. Et ça te génère un dictionnaire de mots de passe personnalisé à ta cible. Et après, comme je vous l'ai dit, ce dictionnaire, on peut l'utiliser avec des mutations, etc., etc. Alors là, je vous ai montré un petit screenshot de la série Mister Robot. Donc c'est le dernier épisode de la saison 3, là, quand il doit, en fait, enfin en gros, je sais plus comment ça se passe, mais le FBI a saisi un paquet de trucs chiffrés sur l'ordinateur de Romero, un truc comme ça, enfin d'un des personnages de la série. Il se trouve que bah, c'est chiffré, du coup on l'a dans l'os, quoi. Et là, le Edward, putain merde, comment il s'appelle? Enfin, Alderson, le mec, quoi. Il dit quoi? Il dit, le FBI ne connaissait pas Romero, mais moi si. Et là, il commence à utiliser Python.getScript, il a créé un script qui vraisemblablement génère un dictionnaire de mots de passe à partir de paroles. Enfin, qui en gros, à mon avis, tu lui fournis un artiste, il va aller récupérer toute sa discographie sur internet, et à partir de sa discographie, il va récupérer ses chansons, et à partir de ses chansons, il va récupérer ses paroles, et il va générer un dictionnaire de mots de passe à partir de ça. Et dans la série, on voit qu'il va générer justement ce dictionnaire de mots de passe, qui va le filer à son soft de cracking de mots de passe, et qui va tomber juste. Et du coup, il va réussir à déchiffrer à déchiffrer le contenu chiffré que le FBI ne pouvait pas déchiffrer. Habile. Tac tac tac. Hop, excusez-moi, je réponds à maître pâtissier. Yep, TKT. D'expérience personnelle, je peux vous dire que en gros, si vous êtes dans un engagement interne, que vous capturez des hash utilisateurs, enfin si vous en capturez en masse, je peux vous garantir que si vous mettez le nom de la société ou de l'organisation que vous attaquez, concaténé à la date d'arrivée, parce qu'en gros, enfin voilà, dans les environnements bureautiques, il y a une politique de mots de passe qui en général impose aux utilisateurs des mots de passe d'au moins 8 caractères. Je peux vous garantir que, peut-être pas vous garantir, mais il y a de fortes chances que si vous essayez nom de société concaténé à 2013, 2014, 2015, 2016, etc., vous allez trouver des mots de passe, vous allez péter des haches, et vous allez du coup disposer de comptes valides sur le système d'information, et en général c'est là qu'on commence à s'amuser salement. Mais bref, ça c'est une autre histoire.
Donc, je vous avais dit qu'un bon profiler, enfin un bon passcracker était aussi un profiler. Il s'y connaît un peu en linguistique. Bon, j'exagère un peu, hein. Dans les faits, il suffit de trouver des trucs, des chaînes de Markov optimisées au, à la langue en fait, des haches qu'on doit craquer. Bon, après, petit cas réel sur la base de données LinkedIn. Franchement, là, je vous ai mis un lien d'une conférence qui a eu lieu à Rennes il y a de cela des années, menée par Jean-Christophe Delaunay, que je salue. Il ne regardera pas cette vidéo, mais je le salue. Je le connais pas le gars, hein, mais franchement, j'étais plié de rire lors de à sa conférence. Elle est disponible en ligne, elle est disponible en vidéo, il y a ses slides. Je vous encourage vraiment à la regarder parce qu'elle est à se pisser de rire. Alors, comme je vous ai... En gros, il établit le profil psychologique des gens en fonction de leur mot de passe LinkedIn, parce qu'il a récupéré la base de données LinkedIn et il a pété les mots de passe avec ses collègues. C'est tapé un délire. Bon, on retrouve toujours les classiques, hein. Azerty, QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, LinkedIn sur LinkedIn, ah, c'est rigolo. Au moins, il est sûr de pas l'oublier, celui-là. Password, etc., etc. Donc là c'est le niveau 0 du pass cracking, hein. Enfin, de la conception de pass, hein. Ça, autant vous dire que ça tombe instantanément quand on lance les softs de pass cracking. Il y a aussi les mots de passe, enfin les mots de passe des gens qui se croyaient, enfin voilà, qui disent moi je vais un petit peu trifouiller mon mot de passe bidon, comme ça pour le renforcer un peu. Donc ils ont vaguement entendu parler du fait que fallait un petit peu mettre des mots de passe un petit peu compliqués, ça, pour pas que les gens les trouvent. Mais ils mettent quand même des trucs assez prévisibles, hein. Donc il y a une évolution, mais c'est quand même un peu à chier. Mais on tend vers la bonne voie. Il y a aussi les confiants, voilà, quand on craque une base de données, enfin, en fait, franchement, pass cracker, quand tu fais du pass cracking, tu rigoles souvent, quoi. Parce que franchement, on apprend beaucoup des gens avec leur mot de passe. Un délire avec un de mes collègues, c'est de faire des... en gros, quand on a notre mot de passe craqué, on cherche toujours des Hitler, des Le Pen, des trucs comme ça pour trouver des gens qui mettaient ça dans leur password. Bon, c'est un petit délire perso, quoi. Mais faut toujours se faire plaisir dans votre taf. Faut toujours se faire plaisir. Bref. On trouve aussi, voilà, quand on est un peu déter, on trouve toujours un peu les gens qui se croient blindés, mais au final pas du tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pareil, c'est des trucs. En général, les gens un peu vantards, tu vois, bon, on a pété leur mot de passe et du coup, ils se retrouvent dans des dictionnaires, des trucs comme ça. Donc au final, les mots de passe qui tentent un petit peu, tu vois. Autant te dire que les gens qui les crassent, ils rigolent bien, ils les foutent direct dans des dictionnaires et je peux vous garantir que ce genre de truc tombe après, quoi. Comme je vous l'ai dit, en fait, on apprend beaucoup des gens avec leur mot de passe. On apprend vraiment beaucoup des gens. Et je peux vous dire que franchement, on rigole des fois. Donc voilà, il y a des énervés parfois, hein. Go fuck yourself, you little lying bitch, I hate my husband right now, sale connard, etc. etc. Bon. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a, ils sont juste barrés, quoi. Et autant vous dire... Franchement, des fois, le taf, il est rigolo, quoi. Autant le taf, des fois, il est à chier, mais des fois on se tape de sacrés barres, quoi. Bref, voilà, on apprend beaucoup des gens en craquant leur mot de passe. Et quand on a leur mapping, tu vois, on les regarde... Enfin, tu vois, genre, Laurie grosse pute, quand on a le nom et le prénom de la personne à côté, tu vois, on se dit, ah. Bon, bref. Alors, bon, trêve de grivoiserie, hein, on a bien rigolé, là. Comment on se protège de tout ça? Parce que là, je vous ai bien montré à quel point on pouvait bien vous niquer. Comment pouvez-vous vous prémunir de tout cela? Bon. Alors déjà, vous pouvez utiliser des plateformes safe.
des plateformes un petit peu sécurisées. Donc en gros, vous foutez pas votre mot de passe n'importe où. Enfin, foutez pas un mot de passe, ouais voilà, foutez pas votre mot de passe n'importe où. Alors l'idée, faut choisir une plateforme qui est visiblement pas trouée, qui stocke ses mots de passe de manière sécurisée. Donc si c'est stocké en MD5, fuyez. Si c'est stocké en SHA-1, c'est pas tip top. Si c'est stocké en Bcrypt, là c'est vraiment bien, franchement. Si c'est stocké en SHA-1 avec un sale cryptographique, bon, je vous ai pas parlé de ça, mais en gros, on peut utiliser ce qu'on appelle un sale cryptographique. J'ai pas envie de détailler, ça vous intéressera pas, vous aurez qu'à chercher sur internet si ça vous intéresse. En gros, c'est un truc qui fait grave chier les pass crackers. Surtout si le sel est différent pour chaque mot de passe de la BDD qu'on essaye de craquer. Ça augmente de manière significative la sécurité de la plateforme. Donc voilà, en gros, s'il y a un sel cryptographique, si c'est haché avec une fonction de hachage lente et dont la taille, la sortie est assez grande, bah c'est bien. Qui propose de l'OTAN de double facteur, bon bah ça c'est bien, pourquoi pas, hein. Même si bah, en vrai ça sort du cadre, j'aurais pas dû mettre ce truc. Donc, bref, franchement, ce que je viens de vous dire, au final, vous n'avez pas d'influence dessus. Alors, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est, bah, faire une prière. Bah ouais. Bah ouais, ouais, ouais. Et après votre prière, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, vous pouvez examiner les potentielles fuites de données qui vous concernent. Alors, il y a un service en ligne qui existe pour ça, c'est Have I Been Pwned? Vous rentrez votre mot de passe, enfin, pardon, vous rentrez pas votre mot de passe, vous rentrez surtout pas votre mot de passe en ligne, ok? Parce que, enfin voilà, c'est une énorme connerie de rentrer son mot de passe sur un truc qu'on contrôle pas. Hein, moi, quand je vois les sites qui proposent de tester la sécurité de votre mot de passe ou de savoir si votre mot de passe se retrouve pas dans une base de données qu'a fuité, jamais je rentre mon mot de passe sur ce truc. Parce que moi, je fais un truc comme ça, je m'en sers pour récupérer des dictionnaires de mots de passe pas des gens en fait. Demain, moi, je crée un service en ligne, tous les mots de passe que les gens rentrent, je les fous direct dans des dictionnaires, quoi. Bah ouais, le mot de passe, il appartient forcément à quelqu'un, donc je suis sûr qu'un jour, ça se trouve, je le récupérerai. Donc, des services en ligne qui vous proposent de rentrer votre adresse email pour savoir si elle se retrouve dans une base de données qui a fuité. Donc là, vous vous doutez bien comment ça marche, hein. Les gens récupèrent toutes les fuites de données qui passent, ils les achètent éventuellement. C'est un peu la zone grise, mais bon, ouais, franchement, la sécu, on navigue en zone grise parfois. On navigue d'autant plus en zone grise qu'il y a encore un flou juridique. Je vais pas m'éterniser sur ce point, de toute façon, je le maîtrise pas des masses, hein. Je suis pas juriste sur ce niveau-là. Vous rentrez votre email et ça vous dit si votre email se retrouve dans des fuites de données. Alors là, je vous ai mis mon adresse poubelle de 6ème qui s'est retrouvée dans un site. Et oui, mon adresse email, quand j'étais gosse, a été compromise. Et oui, parce que j'avais le mot de passe extrêmement sophistiqué de QZD, FG, H, machin. Bon, en gros, c'est les lettres de la deuxième ligne de clavier. Et oui, figurez-vous que c'est pas safe, ça. Vous vous doutez bien maintenant à l'aune de toutes les techniques que je vous ai exposées. Alors, je vous encourage à faire ce test, vous de votre côté, et à modifier immédiatement, voilà, si votre mot de passe se retrouve dans une base de données qui a fuité, justement. Si ça sonne en rouge comme ça l'a fait immédiatement, je vous encourage à changer votre mot de passe. Également, dans le choix de votre mot de passe, bah, réfléchissez maintenant. Maintenant que vous savez un petit peu, que vous connaissez davantage les techniques qui permettent de craquer les mots de passe, bah, vous avez un peu une idée des mots de passe qui sont pas si safe que ça, même s'ils ont l'air. Donc pas de mot de passe du dictionnaire, ça c'est évident, pas de dictionnaire mot de passe muté avec des mutations basiques, pas de la première ligne du clavier, pas de mot de passe clair, etc., etc., etc.
Ne pas utiliser le même mot de passe sur 100 plateformes, parce que le premier mot de passe qu'un attaquant aura, quand il aura craqué votre mot de passe, sera d'essayer votre mot de passe partout, et il y a des outils, enfin voilà, cet outil en fait, CredMap, il fonctionne plus, je l'ai essayé. Il fonctionne plus à l'heure actuelle, mais croyez-moi que, enfin moi demain je le fais cet outil quoi, si j'ai besoin, je prends un jour et je le fais. Et je le fais sur un paquet de plateformes. Euh, D'ailleurs, ça m'étonne que cet outil n'existe pas. Bon, après, j'ai pas cherché longtemps, mais tout ça pour dire que voilà, n'utilisez pas votre mot de passe. N'utilisez pas le même mot de passe sur 100 plateformes. N'utilisez pas, je le répète, hein, parce que c'est vraiment important, hein, n'utilisez pas le même mot de passe sur plein de plateformes. Et là, bah, vous pourriez rétorquer effronté que vous êtes. Mais t'es marrant, moi j'ai 100 mots de passe à... Enfin j'ai 100 comptes. Je fais quoi? Je fais 100 mots de passe? Mais comment tu veux que je les retienne? C'est impossible. Ce à quoi je vous réponds. Mais utilisez un coffre-fort à mots de passe, bande d'idiots. Des solutions existent. Et donc, qu'est-ce que c'est un coffre-fort à mot de passe? D'ailleurs, voilà, là c'est sur mon bureau, là mon coffre-fort à mot de passe est ouvert. Bon, je vais pas vous le montrer, mais parce qu'il y a des identifiants, il y a mes identifiants et mes comptes associés au compte. Qu'est-ce que c'est un coffre-fort à mot de passe? Bah, c'est simple, c'est un soft où vous rentrez tous les nouveaux mots de passe. Euh, En gros, quand vous fermez ce coffre-fort, le fichier est chiffré en AES 256 ou 128, je sais plus. Et quand vous avez besoin de votre mot de passe, vous ouvrez votre coffre-fort, et pour ça, il faut un mot de passe. Donc, ce qui fait qu'au final, vous n'avez plus que un mot de passe à retenir, un mot de passe ultra vénère, parce que là, c'est typiquement votre vie, hein, si on récupère votre coffre et qu'on arrive à péter le mot de passe, vous n'avez plus qu'un mot de passe à retenir. Et oui. Et je vous ai mis KeePass, parce que c'est celui que j'utilise personnellement. Et si je l'utilise personnellement, c'est parce que il est certifié CSPN en fait. Donc en gros, enfin voilà, c'est l'ANSSI a commandité, le laboratoire d'évaluation de Thales pour évaluer ce logiciel. Donc c'est un truc ultra vénère, hein. Autant vous dire qu'ils ont sorti l'artillerie lourde et le microscope même, hein. En gros, une évaluation c'est quoi? C'est voilà, il y a des évaluateurs par chez moi. Moi je fais pas ça, c'est pas mon délire. Mais en gros, t'as un soft, tu regardes s'il fait ce qu'il doit faire de manière fonctionnelle, et après tu sors le microscope et le bazooka. Enfin d'abord le bazooka puis le microscope pour vérifier que, enfin voilà, il n'y a pas de vulnérabilité. Et quand je dis vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité, là c'est vraiment le truc où on prend le temps de faire bien les choses. Et typiquement, on vous filerait un matériel hardware que vous prendriez le temps de vérifier la consommation électrique pour voir. Bon là je m'égare, mais en gros, typiquement pour des opérations de chiffrement, ça arrive qu'il y ait des fuites de données par la consommation électrique. En gros, quand il y a une opération de chiffrement qui est assez coûteuse en gros, ça demande une puissance de calcul certaine, et bien des fois ça demande plus, enfin voilà, c'est visible justement sur la consommation électrique quand on se branche à certains points du circuit, ce qui permet des fois de dériver des clés de chiffrement et du coup de péter le chiffrement. Mais bon, là je digresse totalement. Ce genre d'attaque, ça s'appelle des attaques par canaux auxiliaires pour votre culture. Donc là, je vous ai parlé, le canal auxiliaire, c'est l'électricité. Un canal auxiliaire, ça peut être l'acoustique, hein, si le bruit du matériel fait autre chose, enfin, diffère selon ce qu'il fait. Ça peut être, voilà, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi, hein. Bref, fin de la parenthèse. Donc Thales s'est foutu sur ce cas. L'a testé, est parti faire son rapport à l'ANSSI, qu'ils ont dit bien, pas bien, vous pourriez creuser là, vous pourriez pas creuser là. Ils ont creusé, ils ont pas creusé, si c'était bon, et au final ils ont sorti coup de tampon, qui passe, c'est safe. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise ce soft, et c'est la raison pour laquelle je recommande ce soft, et c'est la raison pour laquelle vous devriez utiliser ce soft. Voilà. Donc, KeePass est disponible sur Android? Ouais, je ne sais pas, je suis désolé, j'ai pas creusé le sujet.
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Toujours est-il qu'il existe sur Windows. Je sais pas s'il existe sur Linux. Je sais même pas s'il existe sous Linux, tu vois. Bref. Toujours est-il que je vous le recommande chaudement. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Et avant de vous laisser la parole pour les éventuelles questions, je tiens à rappeler, parce que là, je vous ai peut-être mis un coup de pression en vous disant, ah, wesh, on peut les péter facilement, regardez. Ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, quand je vous parle de pétage de haches, c'est que là, ce que je fais, c'est que je pète les haches que j'ai récupérées. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai déjà exfiltré la base de données que je voulais, ou j'ai déjà capturé les haches que je voulais péter. Et dans la vraie vie, un attaquant, faut déjà qu'il fasse ça, hein. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il pète le système dont il souhaite récupérer les comptes. Donc voilà, j'ai peut-être été alarmiste en vous présentant tout ça, mais bon, moi, je dis pas que ça augmente drastiquement la difficulté, hein, parce que bon, quand on est déter, il y a toujours moyen de compromettre un système, quoi. Mais c'est bon, voilà, je tiens à mettre un petit peu de l'eau dans le vin et dire, voilà, devenez pas parano non plus, quoi. Voilà, faut récupérer les haches en offline pour vraiment les craquer de manière optimale, enfin voilà, de manière optimale et satisfaisante, quoi. Moi, si demain j'essaye de faire un bruit de force avec ces techniques, enfin, générer tous les candidats et les essayer sur des interfaces web de manière automatique, bah, je peux vous dire que le résultat sera pas le même, hein. Parce que déjà, ça se trouve, le site, si j'essaye 1 million de possibilités sur le site, bah, ça se trouve au bout de 100 essais, le site va me jeter, parce qu'il repérera que c'est un robot et que c'est pas une navigation légitime. Si ça se trouve, et au-delà de ça, bah là, pour tester ces trucs, ça veut dire qu'il faut que je génère mon candidat. Bon, ça c'est négligeable comme temps. Il faut que j'envoie la requête au serveur et que je récupère la requête. Et ça, par contre, c'est pas du tout négligeable. Ce qui fait que, enfin voilà, en gros, si j'essaye de craquer le mot de passe en essayant plein de possibilités sur le site, c'est des milliards et des milliards de fois plus lent que si j'avais les haches en local. Voilà. Alors j'espère que vous avez pané la majorité de ce que j'ai dit. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Et je suis à votre disposition pour les éventuelles clarifications que vous pourriez avoir. Alors, Juez me dit, mais comment tu fais pour récup tes mots de passe quand tu es pas sur ton PC alors? Bah c'est simple, je suis toujours sur mon PC. Je veux dire, quand je suis sous Android, je suis déjà connecté, tu vois. Je veux dire, je reste en connecté, tu vois, quand je suis pas sur mon PC avec mes applications. Et quand c'est des sites internet, bah je vais pas sur des sites internet sur mon navigateur, quoi, tout simplement. Voilà. Et ouais, bah voilà. Voilà tout. Avez-vous des questions? Alors je suis désolé, je regarde pas le Discord. Tac. Non. Pas de questions. Discussion libre éventuellement, on peut parler d'autre chose. Ok. Ouais, non, j'ai une petite question, moi, perso. Sur tes haches, ils vont être. Enfin, est-ce que tu peux avoir une autre variable que simplement ta chaîne de caractères initiale et ta méthode de chiffrement? Euh, Ou alors c'est vraiment à partir du moment où tu as un hash et que tu as la méthode de chiffrement, point. T'as pas d'autres variables qui peuvent rentrer dans le truc. Comment tu veux dire? Pour le stockage sur un site internet, tu veux dire? Genre En fait, comment pour les gens transformer. stockent? Est-ce que ton empreinte d'un mot de passe, si tu as ta chaîne de caractères et si tu as une méthode de chiffrement spécifique, Ouais. ça sera exactement toujours la même? Oui, Ou est-ce tout qu'un à fait. système est capable d'implémenter une autre variable dans le truc? Alors, oui et non. Enfin, oui, on va prendre les choses depuis le début. Là, en gros, les fonctions de hachage, elles sont déterministes, hein. C'est-à-dire, tu donnes la même entrée, ça te sort la même sortie, ok? C'est le propre d'une fonction d'ailleurs. Euh, Après, est-ce qu'on peut utiliser des manières exotiques pour hacher les mots de passe et les stocker en base de données? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que je peux
je peux hasher 1000 fois mon hash SHA-1 et le stocker en base de données, tu vois. Comme ça, bah, moi, d'un côté, je le hash 1000 fois, ça veut dire que toi, quand tu te connectes avec ton mot de passe, tu le hashes 1000 fois et tu te connectes. Donc ça, c'est clairement imperceptible, parce que les opérations de hachage sont extrêmement rapides. Mais pour un attaquant qui va devoir refaire le même processus, ça sera extrêmement lent. Donc là, on rejoint le fait qu'on diminue le hash rate de manière drastique. Et là, je sens que je réponds un peu à côté à ta question, donc je vais me reprendre. Euh, En gros, oui, on peut faire des... Bah, comme je t'ai dit, on peut utiliser un sel cryptographique. En gros, on peut donner un sel à la fonction de hachage, ce qui fait que moi, si j'ai Toto en mot de passe et que toi t'as Toto, bah ça donnera pas la même empreinte. Mais par contre, quand un attaquant récupérera la base de données, il récupérera nos sels en même temps. Parce que le sel, en fait, il est inscrit dans le hash, tu vois. Il est concaténé au hash, il est au début du hash. Parce que tout simplement, tu vois, moi je t'ai dit, on a Toto en mot de passe. Ok, toi t'as le hash, t'as le set cryptographique 2 et le set cryptographique 6 pour moi, tu vois. Moi, quand j'essaie de me connecter à mon compte, je rentre que Toto, ok. Ça veut dire que le système, il doit pouvoir générer le même hash, tu vois. Donc il va prendre Toto et il va le hasher avec le set cryptographique 6, tu vois, avec mon sel. Ce qui fait qu'en gros, le sel, il est compris dans le hash, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la méthode pour hacher le mot de passe en BDD ne doit pas... Enfin voilà, la sécurité du mot de passe ne doit pas reposer sur le secret de la méthode employée pour hacher ce mot de passe. C'est ce qu'on appelle la sécurité par l'obscurité en fait. Genre, ça c'est de la merde. Hein. Enfin, c'est de la merde. La sécurité par l'obscurité, c'est une sécurité faible, tu vois. Parce qu'en gros, au bout d'un moment, les gens finiront par deviner comment tu fais et ils vont le faire, tu vois. Ça, c'est pas une bonne manière de faire de la sécurité. La bonne manière de faire de la sécurité, c'est d'utiliser des principes mathématiques. Et en gros, si les fonctions de hachage sont vraiment suffisamment secures, eh ben ça sert à rien d'employer des méthodes exotiques. Ça sert vraiment à rien d'employer des méthodes exotiques pour transformer le mot de passe. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un risque à faire sa propre crypto. Utiliser des briques... Enfin voilà, essayer de faire sa propre crypto, très franchement, c'est prendre le risque de courir à la catastrophe. Vraiment, hein, j'insiste vraiment, faire sa propre crypto, faut pas le faire. Je veux dire, si les cryptologues sont des professeurs des bac plus 8, des thésards, etc., c'est qu'il y a une raison. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pas trivial faire une bonne fonction de crypto. Ça doit remplir enfin, ça doit satisfaire des propriétés vraiment. Enfin voilà, typiquement. Enfin, ouais, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est pas facile quoi. Et, et d'ailleurs, les fonctions de hachage qui sont. Enfin voilà, qui font partie des standards actuels. Croyez-moi qu'elles ont été... tout le monde leur est passé dessus, hein, si vous me permettez l'expression. En gros, quand il y a un nouveau standard cryptographique qui est proposé, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un petit peu la guerre, tu vois, il y a une bête de compétition qui ramène tous les cryptologues de la planète. Tous les cryptologues de la planète vont concevoir leur structure et leur algorithme et tout, et proposer leur standard. Et tous les autres cryptologues, ils vont essayer de péter le standard des autres. Et en gros, le standard qui se fera le moins péter, bah, tu vois, ça deviendra le nouveau standard. C'est comme ça qu'on fait de la bonne sécu. On utilise des briques cryptographiques prouvées, mathématiquement prouvées comme safe. Donc, pour répondre à ta question, Murray, la sécurité doit vraiment reposer sur... Enfin, la bonne façon de faire de la sécu, c'est... Il n'y a pas besoin de faire de l'ésotérisme, hein, de marabouter son truc avec des trucs exotiques et tout. Non, tu utilises une bonne fonction de hachage. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Enfin, de manière satisfaisante. Ah si, si, totalement. Mais du coup, c'est pour ça que je me dis que les Rainbow Tables, finalement, c'est intéressant. Parce que si tout le monde utilise exactement le même hachage, table de correspondance, même si effectivement elle va être énorme et elle va te faire des dizaines, des centaines, des milliers de terras, mais tu as forcément des gens qui sont capables de mettre en commun tous ces hachages-là, de faire tourner des machines surpuissantes pendant un temps conséquent, et de mettre à disposition ces tables de correspondance-là quelque part. Hein. Oui, effectivement. Mais comme je t'ai dit, enfin, moi demain j'audite un système critique, je mets pas des enfin, je mets pas des haches dans un système que je contrôle pas. Hein. Jamais de la vie. C'est juste, voilà, c'est.
Je parle plus de gens mal intentionnés que de gens qui Oui, vont faire de l'audit de sécu, hein. tout à fait, bah oui, moi ça m'étonne pas, hein. Typiquement, franchement, enfin je sais pas, une entité qui a des moyens comme une mafia, moi je serais ingénieur au sein d'une mafia, j'ai un groupe pour faire de l'espionnage un peu partout, etc. Et je me fais une infrastructure pour péter des mots de passe, et j'essaye de monter une infrastructure avec des gens, quoi, pour la... Bah, en gros, voilà, pour Ouais. être ouf. Mais après, tu vois, Murray, tu as parlé de... Enfin, c'est très bien que tu parles de ça, parce que j'ai parlé de salles cryptographiques, là, tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la contre-mesure au Rainbow Table, c'est les salles cryptographiques. Parce que tu vois, je t'ai dit, on précalcule. Les Rainbow Tables, c'est tu précalcules des haches. Mais si à chaque hache, le système, il y applique un sel aléatoire, bah ton précalcul, il est foutu. Tu peux plus précalculer. Ouais, on est d'accord. Ouais. Et ouais, et du coup, voilà. En gros, s'il y a un sel cryptographique dans les haches que vous essayez de péter, bah les Rainbow Tables, du coup, c'est une solution qui est totalement à exclure parce qu'elle sera pas utile. Voilà. Voilà, Je voilà. vois, je vois. Et encore une fois, c'est pareil, la frontière est peut-être un peu ténue, parce qu'au final, tu vois, les mecs ultra chaud boulettes, là, qui ont une infra de folie, bah quelque part, ils peuvent peut-être avoir les ressources pour se foutre des cartes graphiques de ouf. Et, euh, et bah, comme je t'ai dit, en fait, les opérations d'entrée-sortie sur un disque, ça prend du temps. Et c'est peut-être plus aussi rentable que de générer des candidats à la volée. Donc au final, je t'ai dit, je maîtrise pas ce sujet parce que les Rainbow Table, moi, à mon niveau, c'est pas rentable quoi. Mon espace disque est limité. En fait, on craque nos mots de passe avec notre laptop. Donc notre espace disque est limité. Mais fondamentalement, je te dis, oui, il y a un sujet à creuser. La communauté de la Sécu a franchement délaissé ce mode opératoire, mais je suis convaincu qu'il y a des bonnes choses à en tirer en effet. Ok. Et pour les récupérations de hash, du coup, en général, ça se passe comment? Tu parlais d'injection, tu parlais de ce genre de truc? Bah, typiquement, c'est de l'injection. Bah, le classique, c'est de l'injection SQL. En gros, une injection SQL, c'est quoi? C'est une faille de sécurité qui permet. Enfin, en gros, typiquement, mettons, vous affichez une mot de passe. Enfin, vous avez un blog qui affiche des articles, ok? Qui affiche l'article 1. Votre article, il a l'ID 1 en BDD. Sur votre URL, vous auriez get ID article égale 1. Eh bien, si votre solution, votre applicatif est totalement pourri, eh bien, en gros, vous imaginez comment le système réagit, hein. En gros, il dit à la base de données, bah, sors-moi enfin, le langage de programmation, il dit à la base de données, sors-moi l'article dont l'ID est 1. Ok? Eh bien, si l'applicatif est un peu troué, il se trouve que on peut faire de l'injection. L'injection, en gros, c'est tu soumets des données non attendues par le système qui vont avoir une valeur sémantique pour ce dernier. Alors en gros, au lieu de soumettre 1, 2, 3, 4, bah, on va soumettre 1, point, 1, apostrophe, or 1 égale 1 typiquement. Ce qui se traduira en BDD par 1 ou 1 égale... Enfin bref. En gros, on peut causer directement avec la BDD par ce paramètre, et du coup, on peut exfiltrer bah, tout son contenu par ça en fait. Il y a des tools qui existent spécialisés dans ça pour exfiltrer une base de données à partir d'une entrée qui n'est pas sécurisée. Voilà. Donc ça c'est pour de l'injection SQL. Typiquement, enfin, il y a mille manières, hein, tu sais, d'obtenir une base de données. Bah là, je vous ai dit, là on cause direct avec la BDD, donc on agit directement. On peut, bah, comme je vous dis, dans les solutions non techniques, bah, on peut voler le disque, on peut voler le serveur, on peut corrompre l'admin, pot de vin, etc., etc. On peut l'acheter sur le marché noir. Pour repartir dans les solutions techniques, il y a des, il y a des... Enfin voilà, là, je vous ai parlé d'injection SQL qui permet d'interagir directement avec la base de données. Il peut y avoir d'autres failles qui permettent directement d'obtenir un shell sur le serveur. Bah, si on arrive à compromettre le serveur, bah, ce n'est qu'une question de temps. Petit à petit, on compromettra la base de données. Et si on compromet la base de données, bah, on a tout son contenu, etc., etc., quoi. Enfin, voilà. Là, c'est un petit peu avec ce qu'on a, quoi. On peut envoyer une pièce jointe pourrie sur l'admin, chez l'admin pour récupérer peut-être ses comptes, et puis rebondir sur sa base de données, etc., etc. Il y a mille manières de faire ça, quoi.
Du Après, coup, j'imagine que sur un post Windows, par exemple, une connerie comme ça, t'as forcément quelque part où sont stockés les hashes en local. Donc, t'as un fichier qui est en clair là-dessus, ou alors il est quand même lui-même rechiffré derrière? Ah putain, c'est con là. Franchement, là, c'est un peu la honte ce que je vais te dire, parce que normalement je devrais le maîtriser. C'est dans mes notes. C'est dans mes notes. Les mots de passe locaux des Windows sont hachés d'une certaine manière. Attends. Comment? On HNT. va pas t'en tenir rigueur, hein, t'inquiète pas. Ouais, non, mais ça me fait chier. En plus, tu sais, j'ai tout dans mes notes, hein. Moi, j'ai un wiki perso, donc. Oui, bah, il y a les haches. Ouais, bah, je vais pas rentrer dans les détails, mais oui, c'est haché d'une certaine manière. Et il y a moyen de les récupérer. Et figurez-vous que même quand on compromet un système Windows, je peux vous dire qu'avec un outil qui s'appelle Metasploit, en général avec une commande on récupère, enfin voilà, une commande qui s'appelle hashDump, on récupère toute la base de données de hash locale d'un utilisateur, enfin d'un poste en fait. Et j'irai même plus loin, comme je vous ai dit, en engagement interne. Alors là c'est c'est la, là je suis en train de vous gâter là. Euh, Quand on se branche souvent à un environnement d'entreprise, il se trouve qu'il y a un truc qui s'appelle enfin, le LLMNR et le NTBS. Enfin, en gros, c'est deux. Ouais, je rentre pas dans les détails, mais c'est deux protocoles. Et en gros, il y a des moyens en fait d'obtenir des hash, de faire en sorte que des gens t'envoient leur hash utilisateur. Voilà, pour dire les choses simplement. Donc si je me branche à un réseau et que ces protocoles sont activés, voilà, il y a de grandes chances que je récupère des hash utilisateurs. Et ces hash utilisateurs, figurez-vous qu'en plus, parfois il n'y a même pas besoin de les craquer, je peux les rejouer, faire ce qu'on appelle du pass the hash ou du relais, ou faire des attaques par relais. Mais bon, enfin là on rentre dans des détails d'intrusion interne. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, t'envoies directement le hash avant que le truc teste Pour, l'empreinte du mot de passe? pour les intrusions internes, c'est ça? Pour ces méthodes, ouais. En gros, le pass de hash, c'est bah tu passes le hash. En gros, pour s'authentifier sur un service, sur certains systèmes, seul le hash est nécessaire. Donc en capturant le hash, et comme il n'y a pas de mécanisme anti-rejeu, tu peux rejouer le hash. Enfin, en gros, tu captures le hash de quelqu'un, tu le rejoues sur plein de services et t'es connecté avec son identité. Voilà. Ah putain, c'est beau. Voilà. Et ça, c'est. Et enfin voilà, ça c'est pour les vieux trucs, c'est avec les NTH qu'on appelle. Maintenant, il y a les Net NTLMH et ils ont fait en sorte de garantir enfin ce qu'on appelle de la fraîcheur en gros dans le message. Ce qui fait qu'en gros, maintenant, si tu réessayes un mot de passe qui a été déjà utilisé, enfin en gros, toi tu essaies de te connecter à un service, ok, moi je l'intercepte. Enfin, moi, je le sniff, entre guillemets, je le vois passer sur le réseau. Bah, moi, je pourrais pas l'utiliser, parce que tu l'as déjà utilisé. Ce qui nous amène à une nouvelle technique, ce qu'on appelle le relais. Ce qu'on appelle les attaques par relais. Ce qui fait que, bah, moi, je vais me faire passer par le service, et en gros, toi, tu vas m'envoyer le hash, et je vais le relayer au service. Donc, toi, t'as pas utilisé ton truc, et moi, j'ai capturé ton truc, et je l'ai relayé au service, et moi, je te pique ta session, en fait. Voilà. Donc là, c'est Ok. deux exemples d'utilisation de hash sans avoir besoin de les craquer. Et quand les mesures de sécurité sont bien en place, bah, la solution c'est de les craquer. Et là on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, typiquement nom de société plus date d'arrivée, ville de la société, si je suis à Paris je mettrai Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Montmartre, etc. etc. Et en général ça marche plutôt bien on va dire. Tu dois quand même bien t'amuser sur ce genre de truc. Franchement, le Bah, truc des profils psychologiques, là, avec les femmes qui utilisent certains merci. mots, les hommes d'autres et tout, ça doit être tellement marrant, ça, à étudier comme truc. Bah, c'est comme je t'ai dit, hein, franchement, en fait, en engagement interne, le truc le plus classique, hein, le truc le plus bateau pour montrer qu'on a gagné, c'est de choper la base d'utilisateurs de toute l'organisation et tous les hash. Donc en gros, on chope tous les comptes de l'organisation.
Et là, on s'amuse à péter les mots de passe pour montrer à quel point les mots de passe sont bien, à quel point il y en a qui respectent pas la politique de mots de passe, etc. Et c'est là qu'on fait des vieilles recherches avec Hitler, Le Pen 2017 ou des trucs comme ça pour bit, Putain, ça doit être connard, ou génial. des trucs comme ça, histoire de se taper une barre un peu. Mais bon, on met pas ça dans les livrables qu'on fournit aux commanditaires, hein, parce que, par contre. Ah, tu m'étonnes, mais en réunion assez fermée, ça doit être marrant de sortir ce genre de truc. Ah non, mais même. Ça doit faire une bonne tronche en face. Ouais. Mais enfin là, ce dont je vous parle, c'est vraiment les missions entre guillemets que, enfin voilà, tous les gens de ma profession kiffent faire ce genre de truc, se brancher un réseau sur une cible et essayer de le péter quoi. Dans les faits, je fais pas ça tous les jours, hein. Souvent, j'analyse des sites, j'analyse l'architecture d'un système d'information, les configurations de certains trucs. Ce que je vous présente, c'est le plus marrant, hein, vous vous en doutez. Ah, bien sûr. Et le pass cracking d'ailleurs, tout le monde s'en fout dans mon taf. Là, c'est plus. Enfin, tout le monde s'en fout. Tout le monde sait faire les trucs de base, mais tout ce que je vous ai présenté, les gens les font pas, quoi. Sauf quand quelqu'un est vraiment en galère avec quelques haches à péter, il est chez le commanditaire, il est sur les locaux, il est en contact avec nous, avec le central, et il nous dit bah merde, j'ai capturé ces haches, est-ce que vous pouvez m'aider à les craquer, quoi, parce que je peux rien faire sinon. Donc là, bon, on file un coup de main, on approfondit le truc. Mais dans les faits, le pass cracking, c'est pas un domaine qu'on approfondit beaucoup au taf, parce qu'on n'en a pas nécessairement l'utilité, quoi. Mais ce genre de compétence est toujours appréciable à avoir. Ouais, et puis même, je trouve ça fait assez vendeur aussi, tu sais, quand t'as un mec, quand t'es pas spécialisé sécu et que t'as un mec en face qui te parle de ce genre de truc, t'as plus tendance aussi à le prendre en presta, même si c'est pour un truc différent, quoi. Ah bah mon gars, j'enregistre. Confiance, quoi. Ah mon gars, et tous ces slides, ça va faire partie de ma carte de visite, hein. Je vais leur mettre un coup de un coup de censure un peu parce qu'il y a des trucs un peu limites, mais le jour où je suis Suce mon freelance. slip, franchement, tu peux le garder, je pense. De quoi? Suce mon slip, je Ouais. pense que tu peux le laisser, hein, il est parfait celui-là. Ouais, bit. Hmm. Bah voilà, bah, d'autres questions. Ok. Bah écoutez, bah on va clore cette conf maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Ah bah. Merci. Merci. Je voulais applaudir depuis tout à l'heure, mais tu continuais ton truc, du coup je voulais pas te déranger. Bah je m'incline virtuellement. Merci à vous. Merci de votre attention et merci de. Merci à toi. Franchement, merci, puis si tu veux en refaire d'autres, n'hésite surtout pas, parce que franchement, la Ouais, première je était serai déjà là. vraiment cool, et là, c'était encore mieux. Donc, Yes, bah de toute façon, je vous avais dit que je referais la compétence sur la sécurité opérationnelle. Surtout que ça, enfin voilà, c'est moins technique, ça parle plus à plus de gens en termes d'impact, etc. Donc bah, je prévois de la reprogrammer, d'autant plus que maintenant, les conférences sont enregistrées. Et oui, donc bah va falloir la refaire pour l'enregistrer. ah ouais, bah, Mais t'as eu le parlons-en son, toi, ou d'ailleurs, pas? parce que. Ouais, parce que. Oh non, me dis Ouais, il dis a pas pris que le le son. live marchait pas et tout. Ah ouais, bon, Si, le live il marchait, mais par ailleurs, son enregistrement, il y avait pas de son. ok. On t'entend pas par ailleurs, par contre. Ouais, on t'entend pas, je sais pas si tu parles. Ah merde, j'avais mon micro désactivé. Ouais, j'ai dit, ouais, j'ai pas enregistré. Ah yes, J'ai enregistré, mais il n'y avait pas le son, excuse-moi. Donc, yes. si t'as ce qu'il faut de ton côté. Ah bah j'espère, là j'ai pas checké, mais ouais c'est couillon parce qu'on on vous entend pas aussi, tu vois. Donc niveau interaction, tu vois, ça fait un peu chier, tu vois, genre il y aura des gros blancs si j'upload et... Ouais, moi, en fait, j'ai pas parlé, tu vois, parce que j'ai coupé mon micro pour l'enregistrement, parce qu'en plus. Après, pendant la conf, on n'a pas parlé normalement, hein, donc la limite, c'est pas trop grave. Ouais, y a pas forcément Oui. obligé de parler, je Ah non, pense. non, mais je disais ça pour la phase de questions-réponses là, avec Murray, tu vois, c'est bien ça. Ah ouais. Genre, Ouais, ouais. là, bah je sais pas Sur- si... Salut, bonsoir. yes. Bah, c'est vrai qu'après, j'avais pas trop de questions. Bonsoir Folaris, comment tu vas? Écoute, fort bien et toi? Bah, la vie est belle. Ah, génial alors. Si ta Yes. vie est belle, alors la mienne est encore plus belle. Oh, c'est beau putain. cette fraternité. C'est du second degré, bien sûr. T'as peur de me répondre ou quoi, le sur i4? De quoi? T'as pas vu, je t'ai envoyé un MP. Ah merde. Ah bah je suis embarqué dans mon truc, l'ami. Ouais, c'est j'y bon, vais, en tout mais cas. c'est un rapport avec ton corps de... Est-ce que j'ai encore le script pour récupérer les métadonnées d'un tweet?
C'est pour un pote, hein. Non, c'est pour voir un peu comment ça C'est fonctionne. pour un pote. Je vais même pas t'envoyer le script, je vais t'envoyer direct le programme. Je crois qu'il y a même un exe. Ou non, c'est peut-être un script, enfin un truc Python. Bah, je vais te l'envoyer. En fait, Oui, mais c'est pour ça, il me semble que c'est un truc Python, je le regardais vite Ouais, fait. c'est Tweet Infolic pour ton information. Alors, attends, je vais t'envoyer un lien. Ça va. T'as quoi en C'est méta que sur- intéressant sur un... Je clique sur tous les liens sur ICAD. Je dois avoir un nombre de merde sur mon PC, mais incalculable. Je dois savoir. Ah, je suis un ma vie. gentil, je suis un gentil. Enfin, je suis un gentil, Ah ouais, ça dépend, c'est dans une certaine mesure, tu vois, exactement. On s'autorise des trucs, mais on ne sait Ah non, que mais pas. c'est même pas un truc ADL. Oh là là, mais c'est vraiment insane. C'est un truc, c'est une application. Ah, sérieux? En fait, c'est n'importe quoi. Ah, je savais même pas, Alors, enfin, j'avais même pas regardé, moi j'ai essayé la version script. Il me semble, hein. Attends, je vais Ouais, aller non, voir, non, parce que clairement, ouais, bah, ça a l'air. Hein. Moi, je m'en rappelle, j'avais fait la version script, puis j'avais importé ça dans Google Maps. Parce que j'ai même pas de version script, tu vois. Il y a que Search for Leak, About. Web interface, ouais, c'est ça. En fait, t'as une web interface sur laquelle tu peux. Bah, on va voir ça Voilà. de suite. Bah, attendez, bah, je mets le lien ici, si ça intéresse des gens. Chut, Faut faut un pas petit trop peu donner des stalker les secrets, gens. Ouais, voilà. Ouais, ils vont pas, ils vont s'habituer là, c'est pas bien. Ouais, je vais essayer de me prendre un peu en main le truc là. Après, dans les faits, je crois qu'il y a un paquet de gens qui. Enfin, si tu recherches les coordonnées GPS des tweets, je crois que maintenant c'est désactivé de base. Hein. Enfin, que les appareils désactivent. Enfin, que l'application désactive maintenant, quoi. Mais après, il reste quand même bah, le nombre de mots utilisés, enfin, les mots les plus utilisés, les contacts avec lesquels elle est plus en relation. Alors j'en son ai rythme chopé de un vie, autre, qui etc. s'appelle etc. Tweetbeaver, qui est vachement oui. intéressant aussi. Ah oui, bon, il y en a pléthore de ces trucs. Hein. Moi, je Ouais. me rappelle, dans ma vidéo, allez hop, petite pub. Dans ma vidéo, j'utilisais Une vidéo que j'ai vue Cree. qui est vachement cool d'ailleurs. Alors, je Yes. sais pas si je t'avais fait un retour, mais la vidéo était pas mal intéressante. C'est pas Murray qui fera un truc comme ça. Et ouais, donc c'est cool. Eh wesh Sérieux, là Mec, moi je tire à bout portant, d'accord. Tac. Enfin bref, bon, attendez, je vais arrêter l'enregistrement là parce que on digresse.